L'entrepreneuriat, moi, je le vois vraiment comme une école, un peu de la deuxième chance pour ceux qui n'ont pas fait une très grosse école, qui n'ont pas un master, etc. Ça va te montrer et prouver tes qualités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Est et French Tech Grand Paris. Aujourd'hui, mon invité, c'est Pierre Rinaldi. Salut Pierre, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Nouveau setup. Pour ceux qui découvrent cet épisode, on est en direct de Metz. Tu vas nous raconter un peu ce qui se passe à Metz avec la French Tech. Tu vas nous parler un peu de tes aventures. Tu es cofondateur de Sésame, sujet finance. Tu vas nous parler de ça. Tu vas nous parler de tes projets à venir. Tu vas nous raconter aussi d'où tu viens. Pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction à ton parcours, nous dire est-ce que tu es de la région ? Pas du tout. D'où tu viens ? Quel âge tu as ? Ok, très bien. Donc, je m'appelle Pierre Rinaldi, donc je suis originaire à la base de Mulhouse, en Alsace, dans le Grand Est. Aujourd'hui, je vis du côté de Metz depuis maintenant quasiment 8 ans. J'ai 34 ans, donc un parcours un petit peu atypique. En fait, à la base, j'ai fait un bac professionnel, puis j'ai intégré en fait la première classe préparatoire HEC en France pour des bacs professionnels. On n'est pas énormément sur le territoire. À l'époque, c'était un parcours un peu expérimental. On n'était que 7 en fait à sortir de cette promotion et à intégrer une école de commerce. Et en école de commerce, tout simplement, j'ai suivi un parcours entrepreneurial et en innovation. Et pendant mon parcours, tout simplement, en fait, j'ai créé Sésame. Donc Sésame, en fait, est né à la base de la prise de connaissance d'un article de recherche dans le domaine de la finance expérimentale. Grosso modo, cet article disait comment on pouvait prédire les évolutions des marchés financiers à partir des réseaux sociaux, notamment Twitter. C'est aussi à la suite d'une rencontre avec une personne qui s'appelle Angela Sutan, qui est tout simplement en fait la directrice de la chaire de finance expérimentale et qui m'a donné ma chance d'intégrer son laboratoire de recherche en travaillant sur une thématique scientifique et notamment cet article de recherche-là. Donc c'est comme ça qu'en fait à la base est né Sésame. Étudiant encore, t'étais encore étudiant. Quand j'étais encore étudiant, exactement. Donc projet à côté des cours, c'est ça. Un peu compliqué à gérer, j'imagine. Exactement, ouais, c'est vrai que souvent en fait, je pense qu'aujourd'hui c'est nettement démocratisé par rapport à avant. Je pense que quand j'étais petit, je rêvais de devenir joueur de footballeur professionnel. Donc justement, tu as des parcours qui sont sur mesure, justement qui s'appellent sport-études. Le domaine d'entrepreneuriat, je dirais, ça se démocratise avec le temps, notamment aussi grâce à la French Tech, grâce à différentes initiatives. Et pour moi, en fait, un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est pour ça que c'est important aussi d'offrir un cadre qui est un petit peu plus souple, qui permet aussi d'accompagner ces profils-là, notamment quand on est étudiant. Parce que c'est un métier, encore une fois, qu'on découvre. Tout le monde n'est pas né entrepreneur. Tout le monde ne baigne pas dans un environnement, dans un écosystème d'entrepreneurs. Tu vois, par exemple, mes parents sont pas entrepreneurs, sont assez loin même de ces métiers-là. Aujourd'hui, ils se posent toujours des questions pourquoi on fait ce métier-là. Ils comprennent un petit peu mieux maintenant parce qu'il y a un peu plus de stabilité, on va dire, qu'auparavant. Mais je pense que c'est important d'offrir un cadre qui te permet de mêler justement études et déjà t'offrir un cadre professionnel dans lequel tu peux t'épanouir et te développer. Est-ce que tu peux nous pitcher Sésame pour ceux qui découvrent concrètement à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que c'est ? Ouais, rapidement, donc Sésame, c'est une startup fintech. En fait, grosso modo, chez Sésame, on fusionne la finance et les nouvelles technologies. On a un acteur qui est spécialisé dans le domaine de la big data et de l'intelligence artificielle. Notre métier, grosso modo, si je devais le caricaturer au maximum, ce serait de dire qu'on collecte et qu'on analyse des données textuelles qui sont brutes, donc c'est-à-dire qui sont non structurées. On va les structurer et en fait, on va essayer de dégager notamment potentiellement des tendances. Donc, on a différents cas d'utilisation. Par exemple, on va utiliser ces data pour faire des analyses de e-réputation. On va également essayer de faire, par exemple, déterminer en fait quels sont par exemple tes avantages concurrentiels par rapport à une autre société. Ça va être aussi de l'analyse de risque. Ça peut être aussi également de l'analyse de sentiments, savoir qu'est-ce qu'un internaute, par exemple, va exprimer. Est-ce qu'il va exprimer un sentiment qui peut être positif, négatif, neutre, en termes d'émotion, de la joie, de la colère, de la tristesse, etc. En fait, ça relève en fait de la notion en fait d'analyse d'émotion d'Ekman. Et grâce en fait à ce que peut dire un internaute, on va essayer de prédire quel peut être son impact sur une société. Donc en fait, on a développé aujourd'hui un produit qui s'appelle Alerting chez Sésame, qui a pour but en fait de faire de l'analyse de critères ESG. Donc par exemple, un internaute peut s'exprimer sur une société et peut naître de ça, en fait, tout simplement une controverse ESG. On a eu un cas assez concret en France qui était Orpea. Donc Orpea, il y a eu un livre à la base qui était notamment Les Fossoyeurs. Suite à ça, ça a engendré un certain nombre de conséquences. C'est devenu après un fait public. Et la conséquence, notamment de la sortie de ce livre, c'était un sujet de gouvernance, en fait, au sein de la société.
Donc, par exemple, notre outil va nous permettre de détecter des anomalies sur des critères qui peuvent être environnementaux, sociétaux ou de gouvernance. Tu as aussi des sociétés comme Solution 30, sur lequel il y a eu aussi un scandale qui a été révélé au niveau de la gouvernance. Demain, par exemple, tu as une société dans le domaine, je sais pas, du BTP, qui va déverser des produits chimiques dans la Seine. Ça fait un article de presse, ça peut faire du buzz ou pas. Et nous, en fait, notre objectif de notre outil, ça va être de détecter ce type d'anomalie. Donc, l'intérêt, par exemple, pour les acteurs de la finance qui investissent dans des sociétés, c'est de faire attention de la façon avec laquelle ils vont être exposés à une société, à leur investissement. Ils vont avoir tout simplement potentiellement une philosophie d'investissement. Dire j'investis dans telle société pour différents critères, donc c'est veiller à ce que la société respecte. Eux, ils vont être en mesure de faire l'analyse financière, ce qui n'est pas notre métier à nous. Cependant, on va analyser un peu ce que vont dire les gens sur Internet. Quand je dis les gens, en fait, c'est tout simplement, ça peut être un individu, ça peut être un média. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre donnée, elle est uniquement de sources publiques, c'est-à-dire qu'on va extraire des datas de journaux, de la presse spécialisée, de la presse généraliste. Ça peut être aussi tout simplement les réseaux sociaux. Mais encore une fois, toujours avec un caractère public. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un outil ou est-ce que vous faites du conseil de l'accompagnement? Est-ce que c'est un outil sur lequel on se plug ou est-ce qu'il y a une notion de conseil? Vous vendez de la prestation, des livrables? Tu m'as parlé d'insights, d'études, donc j'imagine que c'est des éléments qui sont commandés. Comment ça fonctionne? Tout simplement, en fait, tu as différents moyens de distribution. Tu peux te connecter à la plateforme. Tu as accès tout simplement à un dashboard. Tu fais tes requêtes un peu comme sur Google au final. Et après, tu as différents résultats qui vont s'afficher. Par exemple, tu peux regarder justement qu'est-ce que les internautes peuvent penser de ta société. Tu peux essayer de voir un peu à quoi tu peux être soumis comme type de controverse. Dans les critères notamment ESG, donc E pour environnement, S pour sociaux et G pour gouvernance. Donc par exemple, je sais pas, tu as tes Total. Total, tu veux potentiellement savoir, tu as conclu un accord, je sais pas, sur le continent africain avec une société qui est peut-être assujettie en fait à controverse. Donc Total est assujetti à controverse et potentiellement les investisseurs dans Total sont assujettis aussi à cette controverse-là. Et donc les investisseurs des investisseurs peuvent dire, la société qui investit en Total, moi je suis pas en phase avec vous parce que cette société ne respecte pas tel et tel critère environnementaux, sociétaux ou de gouvernance. Donc ça, c'est une première façon. Après, ta deuxième façon, c'est tout simplement, ça travaille une API. Donc tu requêtes, tu reçois les informations dans ton dashboard chez toi et t'en fais ta propre analyse. Et la troisième étape, en effet, c'est qu'on peut en fait amener les clients à les conseiller sur comment utiliser l'outil. Mais notre métier, très clairement, c'est pas de vendre du conseil, c'est de faire du chiffre d'affaires qui est récurrent. C'est de vendre de la licence. D'accord, donc c'est du SaaS classique. C'est du SaaS classique, exactement. Abonnement. Totalement, abonnement, qui en fait est annuel, pluriannuel. Par utilisateur ou par entreprise? Par utilisateur, par entreprise, exactement. Donc demain, tu as une équipe de 5 personnes. En fait, tout simplement, on va dire, on te facture une licence pour 5 personnes. Ok. Et aussi, en fait, c'est en fonction du nombre, tout simplement, d'actifs que tu vas traiter. Et aujourd'hui, c'est qui les clients avec qui tu travailles? Alors, en fait, à l'origine, Sésame, le projet en tant que tel avait une dominante qui était vraiment orientée finance de marché. Aujourd'hui, on est plus finance au sens large. Et aujourd'hui et demain, très clairement, on va se tourner de plus en plus aussi vers les corporates. C'est une nouvelle verticale qu'on est en train de développer. On a déjà aujourd'hui plusieurs dizaines de clients dans ce domaine-là. Donc, par exemple, on a des clients dans le domaine viticole, dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine du BTP, etc. Toi, par exemple, un de nos clients, ça va être un fournisseur de lits d'hôpitaux. C'est quand même un sujet assez sensible. Pourquoi? Parce que potentiellement, tu peux fournir tes lits d'hôpitaux à l'hôpital public, à notamment des EHPAD. Certains EHPAD peuvent être assujettis à certaines controverses. Et donc, indirectement, la société peut être assujettie à la controverse en arrière-plan. Donc, il y a au-delà de l'aspect analytique, décryptage, mesure et analyse, il y a aussi le côté prédictif. On va être en mesure d'essayer de se projeter un peu, il y a cette partie-là. Exactement. En fait, on a vraiment une grosse brique IA. Donc, bien sûr, le but, ça va être de détecter, de comprendre ce que disent les gens sur Internet. Au-delà de ça, c'est de dire, attention, il y a un vrai risque de controverse sur cette société-là. Ouais. Donc c'est plus largement, c'est de l'intelligence économique, quoi. C'est de la veille, de l'irréputation, et en même temps on se projette sur ce qui potentiellement peut se passer. Exactement, totalement, c'est ça, ouais. C'est hyper intéressant. Écoute, je suis ravi de savoir qu'on a des solutions françaises là-dessus, autres que les gros acteurs du marché que tu dois connaître sur tout ce qui va être e-réputation, analyse de data. Aujourd'hui, plusieurs sites, vous travaillez pas uniquement en France, vous avez plusieurs bureaux? Ouais, c'est ça exactement. Alors le siège social est basé à Metz en Lorraine. On a une présence à Paris, à Tunis, à New York, à Londres et à Tokyo. Et on a à peu près une centaine de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent chez Sésame. C'est stylé? Ouais, c'est stylé. C'est vrai qu'à l'époque, quand on regarde en arrière, quand on était encore étudiant, le chemin qui a été parcouru, pourquoi? Parce qu'encore une fois, le parcours est atypique en termes de formation. Le
le fait aussi d'intégrer une école de commerce, j'ai eu beaucoup de soutien à travers l'école de commerce, le directeur d'école, les différents professeurs qui étaient présents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi on s'est financé sur le premier round à l'époque uniquement avec des business angels et aussi un fonds d'investissement local. Entre hier et aujourd'hui, on est une société qui a levé plus de 55 millions d'euros. Donc on a pris quand même gérer une certaine dimension, on a atteint certains milestones. Et c'est vrai que on a tendance en tant qu'entrepreneur toujours d'être un peu, je vais dire, des éternels insatisfaits. Pourquoi ? Parce qu'on se contente jamais de ce qu'on a, on veut toujours aller plus loin, plus vite, plus fort. Et c'est vrai qu'on prend le temps de prendre le temps, tu regardes un peu dans le rétroviseur, tu vois qu'il y a un peu de chemin qui a été parcouru, quoi. Je vois aussi un parcours chez LSE, the London School of Economics and Political Science. Tu peux nous en parler ? Quand même une belle marque. Ouais, en effet. Alors, c'est en fait tout simplement c'est le temps d'un été. J'ai fait en fait un summer chez eux et j'ai travaillé notamment sur la partie marketing. L'idée, c'était vraiment de comprendre un peu plus les concepts de marketing internationaux. C'était comment tu essaies un peu de brander ta boîte, ta marque. C'était vraiment l'objectif de cette formation-là, ouais. Comment tu te positionnes par rapport aux études, par rapport à peut-être parfois la notion de dire il faut absolument Bac+5, absolument une école de commerce, et en même temps tu nous prouves que tu as pu passer par d'autres voies et en même temps tu t'es remis dans la recherche, tu vois, la recherche, on a l'impression que c'est quelque chose uniquement dédié à des profils qui ont Bac+9, tu vois, et qui font leur thèse, et qui sont financés, etc. C'est quoi ton rapport aux études, par rapport à ceux qui entreprennent sans études, et peut-être aussi les clichés de ceux qui font école de commerce, qui montent leur boîte direct, start-up, tu vois. Comment tu te comportes par rapport à ça ? Comment tu t'apprécies ça ? C'est une très bonne question. Par défaut, je pense qu'on est souvent complexé par cette partie-là. Parce que justement, comme tu dis, si t'as pas fait un Bac+5, si tu rentres pas dans telle case, c'est compliqué pour toi. Pareil dans le domaine de la finance, t'as pas fait Polytechnique, t'as pas fait tel master. Tu parles à ces personnes qui sont en provenance de ces formations-là. Donc parfois, je dirais, ne peuvent pas comprendre pourquoi t'es là. Et au final, avec le temps, encore une fois, t'apprends ces choses-là et je pense que c'est pas toujours évident. Je sais que personnellement, c'est toujours quelque chose qui m'a complexé. C'est parfois aussi quelque chose qui peut me complexer encore aujourd'hui. Parce que en face de toi, tu as des personnes justement qui sont issues de telle formation, qui ont tel background, qui ont fait de la recherche, etc., qui sont très intelligentes pour différentes raisons. Et moi, je pense qu'en fait, en France, on a encore un gros travail à faire là-dessus, sur la démocratisation, justement, dans le sens où tu as un concept, je sais plus, à 40 ou à 50 ans, si tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. Je pense que voilà, c'est pas parce que tu n'as pas fait un Bac+5 que tu as raté ta vie, à l'inverse. Souvent, je trouve que les gens qui n'ont pas de Bac+5 ou ne sont pas issus forcément d'une top business school ou autre, sont pas plus cons qu'un autre, à l'inverse. Et je pense que ça mérite de laisser un peu plus d'opportunités à ces gens-là. Toi, l'école 42, par exemple, je trouve que c'est un super concept. C'est vraiment donner l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Tu peux leur pitcher 42 pour ceux qui découvrent ? L'école 42, tout simplement, c'est une école qui te permet de te former pour devenir potentiellement aussi ingénieur logiciel ou autre. T'as pas besoin forcément d'avoir su un background mathématique, informatique, peu importe d'où tu viens. Ce que tu as fait auparavant, c'est un peu finalement comme une école un peu de la deuxième chance, dans laquelle on te permet à apprendre notamment la programmation et de demain de devenir ingénieur. Est-ce que finalement l'entrepreneuriat est pas une solution, je vais dire, d'ouverture d'esprit ? Est-ce que ça sauve pas des profils ? Est-ce que ça donne pas les opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé avant ? Parce que effectivement, lorsque tu te dis que on te ferme peut-être parfois les portes des grandes écoles parce que t'as pas fait tel cursus, ou même on te ferme la porte de grosses boîtes parce que t'as pas fait telles écoles. Tu parlais de finance. Aujourd'hui, c'est très clair, finance, t'as pas fait HEC, Dauphine ou une grosse école d'ingé. Au cabinet, on va te regarder, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et là, tu nous prouves que, en fait, en bossant, on peut monter une boîte et ouvrir son bureau à New York. Est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas aussi une sorte d'accélérateur pour ceux qui veulent faire des choses ? Ouais, est-ce que c'est un moment de se libérer aussi de ça ? Je pense aussi, justement, c'est l'entrepreneuriat, moi, je le vois vraiment comme aussi comme une école, un peu de la deuxième chance pour ceux, comme dit, qui n'ont pas fait une très grosse école, qui n'ont pas un master, etc. Ça va te montrer et prouver tes qualités, ta détermination, ta motivation, ta pugnacité. Et ça te permet aussi de laisser la place à la créativité. Pourquoi ? Parce que tu as des personnes simplement qui ne rentrent pas dans les moules. Faire ça de telle façon, comme on me l'a appris, je sais peut-être pas forcément faire. Je préfère essayer d'innover, de faire par moi-même et d'apprendre de mes erreurs aussi, tout simplement. Je veux dire, nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas suivi forcément de formation dans le domaine. Lever des fonds, mettre en place une stratégie marketing, commerciale, développer un produit, c'est pas... Enfin, je veux dire, même si demain, tu suis ce type de formation à l'école, c'est en fait, ce qui va faire la différence, ça va être l'expérience. Les personnes aussi que tu vas rencontrer autour de toi.
Et encore une fois, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure des écoles, finalement, pour se former, parce que tu apprends énormément de choses, tu fais aussi plein d'erreurs, tu essaies d'apprendre, tu gardes ta flexibilité, tu essaies de rebondir. Je pense qu'en fait, ça met en avant les valeurs d'une personne. Aujourd'hui, quand tu te compares, quand on est entrepreneur, on se compare toujours aux autres, on a envie de faire mieux, comme tu dis, de toujours se réinventer. Est-ce que tu nous as parlé un peu de complexe, ça te limite, etc. Est-ce que ça a disparu? Est-ce que quand tu es dans un cercle avec des entrepreneurs, des entrepreneuses, ou même avec tes clients, est-ce que tu as réussi à battre ça? Est-ce que c'est toujours présent? Est-ce que tu es toujours dans un coin de la tête? Comment tu vis ça aujourd'hui? Je dirais que ça dépend des fois. Tu as ce petit complexe parfois qui revient un peu à la réalité, qui émerge. Mais de manière générale, je le garde derrière moi. En fait, ça va tout dépendre en toute honnêteté parfois avec qui je vais discuter. Tu as des personnes, voilà, tu peux en fait rapidement te laisser impressionner. Hein. C'est comme tu vas rencontrer tel joueur de football. Tu es fan de football, tu es face à la personne, tu restes un peu de marbre. Je dirais, dans l'entrepreneuriat, tu peux aussi retrouver ce type de traits-là. Discuter avec des fonds d'investissement. Tu as certains fonds d'investissement qui ont une certaine renommée. Tu as des personnes qui ont un certain charisme aussi en face de toi, qui ont en plus parfois tendance à t'impressionner. Après, il ne faut pas toujours non plus se laisser s'impressionner. Mais je pense que c'est extrêmement intéressant et important quand même de... Enfin, en tout cas, personnellement, j'essaie toujours de garder un petit côté authentique. Ça plaît pas, on s'adapte. C'est important ça, de garder ça pour toi, de savoir d'où tu viens aussi, parce que là, on parle entre gens du Grand Est. Hein. Moi aussi, je suis pas de Metz, mais de Nancy. Est-ce que c'est important de mettre ça en valeur, de savoir d'où tu viens aussi, est-ce que ça vous permet aussi de pas te perdre peut-être? Bien sûr, je pense qu'en fait, le fait de garder un côté authentique, de se rappeler justement d'où on vient, te permet, je dirais, de garder une certaine ligne directrice. Bien sûr, avec le temps, on évolue, on change. C'est important aussi d'en avoir conscience. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est jamais d'oublier d'où on vient. Pourquoi? Parce que, justement, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas tendance, souvent on n'a pas tendance à regarder en fait en arrière. Et je pense que le fait de regarder un peu en arrière, ça fait du bien parce que c'est en se dire, regarde, tu as parcouru tout ce chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend beaucoup de temps pour monter. Par contre, demain, tu peux rapidement disparaître en fait comme une étoile filante. Donc au final, si on réfléchit à tout ça, c'est à la fois au début peut-être une barrière une barrière limitante sur ok, je suis pas dans telle sphère de la société, j'appartiens pas à telle école, donc ça peut ralentir. Et d'un autre côté, ça peut aussi être un carburant de dire ok, tu crois pas qu'on va le faire, en fait on va le faire 2 fois mieux que les autres et j'ai pas besoin de ton école à Paname. Et je trouve ça assez intéressant. Ça peut être à la fois effectivement un poids et en même temps ça peut carrément être le combustible pour la boîte. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier? Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans la vie perso, la vie pro aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je pense d'un point de vue pro, extrêmement fier d'avoir monté Sésame, d'avoir créé Sésame à la base. Tu vois, on est 3 associés, cofondateurs sur la société. On a tous des profils, des parcours différents. Une des choses qu'on a toujours su faire et qu'on sait faire encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, on laisse nos égos de côté et en fait, c'est Sésame qui est au milieu. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui essaie forcément de voler la vedette à l'autre, il n'y en a pas un qui essaie d'être plus sous le projecteur qu'une autre personne. On connaît les forces et je dirais les faiblesses ou les axes d'amélioration de chacun. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Au-delà de ça, derrière, on est une centaine de collaborateurs. Tu dis que tu as 100 personnes dans la boîte. On arrive à faire vivre la boîte, on arrive à pouvoir payer les personnes, à entreprendre des choses. On voyage, on rencontre des gens qui sont aussi extrêmement intéressantes. Notamment, tu vois, j'ai pu prendre part au G20 à l'époque avec Emmanuel Macron, notamment à Tokyo. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré ma femme. C'est grâce on y arrive alors, on a l'info sur la rencontre officielle. C'est ça, et grâce à ça, tu vois, j'ai eu 3 fabuleux enfants. Donc, je dirais le côté pro, le côté perso, finalement, c'est une certaine forme d'équilibre, même si le pro prend honnêtement toujours un peu le pas sur le perso, mais ça, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on le sait, ce qui est assez paradoxal en tant qu'entrepreneur, c'est que tu cherches souvent la stabilité, dans le sens où tu essayes de stabiliser au maximum ta boîte, mais finalement, tu es toujours dans un environnement qui est instable. Et c'est ça, je trouve, qui est assez paradoxal et assez intéressant et qui est surtout assez stimulant, tout en donnant en fait une petite part de ludique là-dedans. Après, d'un point de vue perso, comme dit, le fait si tu veux, il y a quelques années encore, on parlait souvent, et on est toujours un peu en admiration devant Elon Musk en tant qu'entrepreneur, dans le sens où il a fondé comme de grosses boîtes, il a réussi à résoudre énormément de problématiques, il est ambitieux, etc. Après, l'art et la manière, c'est discutable. Cependant, ça reste quand même un très gros entrepreneur et on était toujours assez fan de cette personne-là en se disant, ce mec-là, il est quand même un peu timbré. Il est un peu frappé en se disant, il est prêt à relever n'importe quel challenge au final.
et toujours essayer d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer. Et je pense que c'est ce qui nous anime au quotidien, quoi. Et c'est te dire, après, j'ai une vision aussi de la vie où je me dis que ma vie doit aussi avoir une utilité, doit contribuer en fait à l'évolution sociale, sociétale de notre environnement dans lequel on vit. Et puis le dernier point, c'est que je préfère être un acteur de mon environnement qu'un spectateur. Après, je le suis aussi par défaut, forcément. Mais je trouve ça vraiment passionnant et stimulant. De dire, tu contribues à quelque chose. Je crois beaucoup à notre territoire. Tu vois, notre territoire a beaucoup d'avantages, que ce soit en termes de formation, en termes d'accompagnement. Bon, les financements, on commence doucement à se développer, mais encore une marge de progression. Mais je pense que c'est important d'avoir, toi, des acteurs de référence pour essayer de tirer tout l'écosystème, en fait, vers le haut. C'est intéressant ce que tu nous dis sur le côté utilité. Tu sais que tu as envie de donner du sens et comme tu dis, d'amener avec toi le territoire, de grandir, etc. Donc, c'est une sorte de transmission, si on peut appeler ça comme ça. J'imagine que le moment où on t'a donné ta chance, c'est quelque chose qui t'a marqué. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette démarche aussi de dire, OK, je vais aller voir peut-être des jeunes, des entrepreneurs, les accompagner, les coacher, je sais pas. Hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un côté hyper humain, comme tu l'as dit, authentique chez toi. Et la transmission, j'ai vu que c'est important dans ton parcours. Ouais, exactement. Je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu, donc c'est important aussi de donner. Il y a des gens qui ont passé du temps, qui ont partagé des connaissances, des compétences. Il y a des personnes qui ont investi dans la boîte au démarrage. Hein. Si moi je devais refaire le parcours depuis le début, rembobiner un peu la cassette de Sésame, si j'étais à la place des investisseurs, je m'étais eu en face. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire quelques petits investissements dans quelques startups, sociétés. Et je me dis, si j'avais été en face, est-ce que j'aurais vraiment cru en cette personne-là ? Est-ce que j'aurais dit, je parie sur eux ? Je suis peut-être pas sûr. Et déjà, je suis reconnaissant vis-à-vis de ça. Deuxième point, je pense que encore une fois, on est dans un écosystème dans lequel il y a des forces, il y a des axes d'amélioration. Je pense qu'aujourd'hui, trouver des acteurs qui sont en capacité de t'aider à te structurer pour faire une levée de fonds, pour te présenter des investisseurs, pour te faire réfléchir sur ton business, le potentiel est quand même assez limité. D'où au fait aussi l'investissement à la base au sein de la capitale French Tech. C'est de pouvoir justement partager ses connaissances. Et ce réseau-là, par exemple, à midi, je vais aller manger avec un entrepreneur et qui est en pleine levée de fonds. Et en ce moment, lever des fonds, c'est un peu plus complexe par rapport au contexte économique, par rapport au contexte géopolitique, etc. Et il le ressent, de plein fouet. Cependant, il n'a pas forcément d'expérience dans la levée de fonds. Et le but, c'est de le partager, de le motiver et de dire, tu peux y arriver. Tout dépend de tes objectifs. Aujourd'hui, si tu devais recroiser le Pierre d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais ? Au final, ce que je me dirais, c'est que, encore une fois, t'es pas plus con qu'un autre. Tu peux y arriver. C'est toujours une question de motivation, de détermination. C'est une question du culture du travail. Je sais que j'ai beaucoup appris ça aussi à travers Sésame. Pourquoi ? Parce que je donne un exemple. Quand j'ai intégré ma classe préparatoire, en bac professionnel, t'as qu'une seule langue. Et moi, j'avais l'allemand, j'avais pas l'anglais. Donc, je suis rentré en classe prépa et j'ai dû apprendre l'anglais. Sauf que tu te retrouves à un certain niveau. J'ai pas les bases, les fondamentaux. Tu dis au concours, ça m'a coefficient de mémoire de 2. Tu dis, j'ai mathématiques à coefficient 10, t'as l'anglais à coefficient 2, qu'est-ce que je fais ? Stratégiquement parlant, je me dis, en fonction des écoles que je veux intégrer, faut plutôt que je mise sur les mathématiques que sur les langues. Donc, c'est la chose que j'ai faite. Cependant, j'ai passé mes euros de langue en école de commerce. J'ai pris un carton. Parce que pourquoi ? J'avais pas bossé assez les langues. Donc, ça m'a fermé les portes à pas mal d'écoles, au final, que je souhaitais avoir, notamment celle que je rêvais. J'ai intégré une école dans laquelle je suis extrêmement fier, finalement, d'avoir fait mon parcours chez eux. Pourquoi ? Parce que, au final, je pense que vaut mieux être quelqu'un qui existe dans une école qu'être une goutte d'eau, par exemple, comme à HEC. Parce que c'est beaucoup plus dur aussi de se différencier. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le garder à l'esprit. Vous mettez une taille d'école un peu plus critique, tout en étant une très belle école, et d'avoir pu monter Sésame. Aujourd'hui, il y a un enjeu de management, j'imagine, avec une centaine de personnes. Comment on passe de fondateur d'une boîte, entrepreneur, etc., qui monte un projet qui est cool, qui marche, à manager ? Est-ce que ça demande des compétences particulières ? C'est des choses qu'on apprend à l'école, il y a des cours de management, et en même temps, il y a le réel, c'est des êtres humains avec qui tu travailles. Comment tu gères ça ? Est-ce qu'il y a eu un gros boulot pour se mettre à niveau sur gérer des équipes, être dans l'empathie, faire des plannings, le côté RH ? Est-ce que ça a demandé un boulot ou comment tu te comportes par rapport à ça ? Ouais. Par défaut, je pense déjà, on n'est pas entrepreneur, comme on n'est pas manager, comme on n'est pas forcément vendeur. Tu as des personnes qui ont des prédispositions, je dirais entre guillemets parfois génétiques, pour certains métiers, certaines compétences et une appétence. Cependant, je pense qu'en fait, avec le temps, encore une fois, c'est l'expérience, tu te formes. Ce qui est important, c'est de savoir se remettre en question.
c'est savoir apprendre de ses erreurs, c'est savoir apprendre à écouter aussi les équipes. C'est aussi, surtout, le plus dur parfois, c'est aussi accepter la critique. Et c'est de construire à partir de tout ça. Nous, on a une approche qui est quand même assez horizontale au sein de chez Sésame, c'est-à-dire que certes, t'es cofondateur, mais c'est pas pour autant que t'es le boss, et c'est moi qui dis, tu dois faire ça, comme ça, et point barre. C'est qu'on est toujours en fait dans l'échange, dans l'écoute, on n'est pas toujours d'accord non plus. Mais le plus important, c'est justement d'accepter une opinion qui peut être potentiellement divergent ou contrariant, de le prendre en compte et justement de faire évoluer tout simplement ta stratégie, ta vision et la façon dont tu abordes les choses. C'est plus facile de gérer quelle partie de ton métier? J'imagine qu'il y en a une qui te plaît plus que d'autres. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job aujourd'hui et tout ce qui va comporter en termes de mission, d'enjeux, de contraintes et de responsabilités? Et qu'est-ce qui peut-être te plaît un peu moins? Par défaut, je pensais comme tout le monde, tu as des gens qui aiment faire des choses, d'autres qui aiment en faire moins. La vision que moi j'ai de ça, c'est grosso modo ce qui me motive le matin à me lever. C'est la boîte. Tu vois, je pense que je suis extrêmement content, extrêmement fier de ce qu'on a pu construire jusqu'à aujourd'hui. La culture d'entreprise qu'on a pu développer. Le relationnel qu'on a entre les collaborateurs au sein de l'équipe. Je pense aujourd'hui, moi, ce qui me tient le plus à cœur, très clairement, tu vois, c'est mon équipe, c'est les personnes humaines avec lesquelles tu échanges. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important si tu fais un job où, entre guillemets, c'est un job alimentaire, où tu viens juste à la fin pour recevoir un salaire, je pense que la motivation n'est pas la même. Au-delà de ça, on est dans l'acquisition des connaissances, des compétences, encore une fois dans l'échange, et je pense que c'est ça en fait qu'il faut valoriser, c'est ça la vraie richesse. Bien sûr, ce que tu reçois financièrement parlant, c'est aussi un impact sur ta vie, faut pas le négliger. En étant père de famille de trois enfants, ça c'est quand même un game changer. Mais après, ce que j'aime peut-être le moins, c'est peut-être des tâches qui vont être rébarbatives, dans lesquelles tu te dis, j'ai une valeur ajoutée qui est quand même limitée. Et c'est justement là que tu vas faire appel à des outils. Tu vas essayer de les exploiter au maximum, développer, ou alors tout simplement souscrire. Mais c'est comme dans tous les métiers, tu as des choses qui t'intéressent moins. Par défaut, je vais pas dire, j'aime plutôt faire ça plutôt que ça. Après, en tant que manager aussi, je pense, si tu veux donner un bon exemple, c'est aussi d'accepter justement des tâches qui peuvent être, je dirais, un peu ingrates. Et pas avoir forcément, tu préfères travailler sur la stratégie. Sur le côté opérationnel, parfois tu préfères moins. Mais en fait, je trouve, actuellement, j'ai une personne qui est absente dans mon équipe. Ça va faire redescendre, je dirais, de manière plus opérationnelle, mais ça permet en fait de te rendre compte différemment de certaines réalités, de voir quelques parfois trous dans la raquette, de pouvoir en fait tout simplement recorder et repartir de plus fort. Donc c'est à la fois parfois un avantage comme un inconvénient, mais un inconvénient peut rapidement se ressentir en fait comme un avantage. C'est intéressant ce que tu nous dis là-dessus, et effectivement le côté stratégique, c'est évidemment ce qui va driver les fondateurs et fondatrices de boîtes, et en même temps, comme tu le dis, le côté opérationnel et se reconnecter un peu aussi peut parfois amener beaucoup de choses positives, dans le sens où ça peut permettre de détecter parfois des problèmes sur écoute, mais toi tu fais ça comme ça, je savais pas parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait l'opérationnel, mais attends, ça va pas, effectivement si tu fais ça tous les jours il y a un problème. Ça je trouve intéressant dans la mesure où tu restes connecté aussi aux gens de ton équipe, mais ils font aussi garder le cap, comme tu dis, avec la strat. Donc c'est tout un art, finalement, de gérer tout ça. Et est-ce que tu as un message pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de monter un projet, qui en ont monté un, qui avancent tranquillement, d'autres qui sont peut-être dans le salariat plus classique, je dirais, qui ont envie de monter quelque chose à côté? Qu'est-ce que tu leur dis? Non pas pour faire le gourou et les motiver, mais c'est plutôt de se dire, ok, le tips de Pierre aujourd'hui, c'est quoi? Ouais, je dirais par défaut, c'est quelque chose que j'ai appris de mon parcours. En fait, c'est mon père qui m'a dit ça. Faut oser. Grosso modo, si tu te plantes, c'est pas forcément dramatique. Pourquoi? Parce que ça peut être qu'une année dans ta vie. Et finalement, une année sur une vie, c'est pas forcément grand-chose. Donc, t'auras toujours quelque chose à apprendre, en fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut essayer. Ça marche pas. Tant pis, c'est la vie. Cependant, c'est qu'est-ce que tu retires de ça? Et au-delà de ça, tu as toujours une certaine forme de richesse là-dedans. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des personnes, tu vas entreprendre, tu vas faire quelque chose, tu vas apprendre à découvrir un nouveau métier. En fait, au final, l'entrepreneuriat, c'est un métier finalement qui est assez pluridisciplinaire, qui est transversal. Tu vas rencontrer des gens qui sont peut-être tes futurs amis de demain. Moi, j'ai rencontré le parrain de mes enfants grâce à ça. C'est aussi une opportunité. Tu rencontres des personnes qui sont successful. Quand tu leur poses la question comment t'es devenu entre guillemets successful, ils vont dire parfois une réponse, tu t'attends en fait à quelque chose d'assez gros et finalement c'est quelque chose d'assez simple. Donc moi ce que je leur dis tout simplement c'est oser.
Ok, bah écoute, merci pour ta réponse. Je pense aussi que tu es un bon exemple de ce que les territoires peuvent produire en termes de profil et que tout ne se passe pas que à Paris et qu'on a des forces vives qui sont bien mises en avant avec notamment les solutions French Tech et les accompagnements. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner ta définition du terme charbonner? Aller au charbon, pour toi, ça veut dire quoi? Aller au charbon, je dirais, c'est un peu aller au front. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas aller forcément fleurs et fusils, mais c'est y aller avec détermination, abnégation. C'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, c'est quelqu'un qui est à la fois au four et au moulin. Ça me va, hyper clair. Est-ce que tu peux me dire, pour terminer, où est-ce qu'on doit attendre Sésame dans 6 mois et où est-ce qu'on doit vous attendre dans 6 ans? Très bonne question. Dans 6 mois, Sésame, en fait, ça va être une société qui va ne cesser d'évoluer. C'est une société qui va sortir aussi une nouvelle version de son logiciel avec des évolutions, des nouvelles features qui vont être intégrées dedans. Ça va être aussi Sésame qui va toucher une nouvelle, je dirais, verticale en termes de clientèle, avec intégrant davantage de corporate. Ça va être une société qui va continuer à se développer, qui va continuer à recruter, qui va continuer à acquérir des nouveaux clients. Dans 6 ans, Sésame, ça va être... En tout cas, on travaille, on fait le maximum pour une des success stories françaises. Dans le domaine de l'analyse de controverses ESG et de l'intelligence artificielle en France, notre objectif, elle a une vision qui est internationale, c'est de continuer à se développer à la fois, bien sûr, sur le continent européen, aux États-Unis et en Asie. Et c'est une société, je l'espère, qui se portera très bien comme elle se porte aujourd'hui. C'est-à-dire, personnellement, j'ai pas une ambition de devenir une licorne, j'ai pas l'ambition forcément de faire une IPO demain. C'est pas un manque d'ambition, justement. Moi, encore une fois, ce qui me drive au quotidien, c'est de me plaire dans mon métier, de travailler avec des gens qui sont intéressants, qui sont intéressés, de travailler en bonne collaboration et en bonne entente avec un groupe d'actionnaires, d'investisseurs, rencontrer des clients de plus en plus aussi, je dirais, prestigieux, dans la carrière de plus en plus, de diversifier notre base de clientèle, notre business. C'est ça pour moi qui fera que demain, Sésame sera successful. Merci Pierre. On arrive à la fin de cet épisode. Sésame, ceux qui ont envie d'en savoir plus, évidemment, allez regarder ça sur les réseaux sociaux de Sésame et sur le site. J'imagine qu'il y a tout ce qu'il faut en termes d'infos. On dit de Sésame que ça aide à détecter l'humeur des marchés. C'est un peu la phrase d'accroche que vous avez. On espère que cet épisode a donné envie d'entreprendre, ou en tout cas a amené une humeur entrepreneuriale à ceux qui nous ont écoutés et regardé aussi puisqu'on est filmé cette année. Merci à toi Pierre. Merci à toi également. Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à tous de nous avoir regardés et écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous. Merci à French Tech Est et French Tech Grand Paris d'être avec nous sur cette saison. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.